Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sur la chaîne YouTube de l'École d'ingénieurs ESME. Nous sommes en direct pour 1 heure de discussion autour du thème de la voiture du futur, avec un sommaire bien fourni dont on va parler dans quelques instants. Moi, je suis Olivier Lascar, journaliste, rédacteur en chef du pôle digital de Sciences et Avenir. Sciences et Avenir, un mensuel de vulgarisation qui existe depuis bien des années, mais qui depuis une dizaine d'années s'est bien établi sur Internet avec un site web quotidien qui cartographie tous les jours l'actualité des sciences. Alors depuis cette position, évidemment, on voit monter des thèmes scientifiques, technologiques, la question de la voiture autonome, de la voiture électrique, de la voiture de demain, parce que finalement, est-ce que la voiture de demain, elle sera forcément autonome et électrique? Ça ne va pas de soi. On va discuter de ça aujourd'hui avec nos invités. Vous pouvez voir ce direct sur la chaîne YouTube donc de l'ESME, comme je l'ai dit. C'est aussi visible sur la page Instagram de l'école. Et sur ces deux plateformes, vous pouvez poser vos questions en direct, puisqu'encore une fois, on est en direct. Donc les questions, on va les voir, elles vont apparaître. Moi, j'ai un écran là, donc je pourrai voir les questions, toutes vos questions. Et on les posera pendant toute la durée de notre émission à nos invités. Alors, je dois dire que je suis journaliste, mais je suis aussi ingénieur, puisque je suis diplômé de l'ESME en... c'était en quelle année? C'était au millénaire dernier, donc il y a prescription presque, sauf que ça fait quand même plaisir de revenir en ces lieux, et c'est déjà la 3e fois pour moi que j'anime ce rendez-vous de SME demain. Et je remercie les organisatrices de cet événement. Alors on va voir tout de suite aujourd'hui en quoi visiter ce live sur le thème de la voiture autonome, avec finalement une émission en 2 temps. Dans une première partie, on va discuter avec 2 étudiants de l'école qui vont nous parler de leur projet qui a été présenté dans les Master Projects. C'est le jargon de l'école, tous les établissements ont leur propre jargon. En tout cas, c'est le nec plus ultra des projets des étudiants de l'école. Et là, on a Quentin et Alexandre qui vont nous présenter ce qu'ils ont fait cette année.
Dans un deuxième temps, ça sera la table ronde. On va discuter de ce thème évoqué au début de ce lancement, là, de ce direct, la voiture autonome, la voiture électrique. Alors, on a titré ça « Et si le courant ne passait pas entre la voiture et les automobilistes ?» On va voir avec nos invités leur avis. Hein. Ce sont des professionnels du secteur. On discutera avec eux tout à l'heure. Mais dans un premier temps, je l'ai dit, on va être avec deux étudiants de la promo 2022. Alors, à ma gauche, on a Alexandre Lepipe. Bonjour Alexandre. Bonjour. Et à ma droite, on a Quentin Emery. C'est ça, bonjour. Alors, vous êtes que les deux de ce projet, puisqu'il y a un troisième larron qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Vous allez nous le présenter. Saluer, Alexandre, alors. Exactement, donc c'est Milan Elmitori qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, mais qui a bien travaillé avec nous pour ce projet et on le remercie aussi également, quoi. Bon, alors on lui fait coucou, parce que peut-être qu'il nous regarde, s'il est très occupé. Quentin, tu vas peut-être nous dire en quelques mots en quoi se consiste qu'on essaie de le décrypter avant. Alors vous l'avez appelé YouSmart, ce Exactement, projet. ouais. Alors YouSmart, en fait, c'est un projet de véhicule autonome qu'on a réalisé à partir d'une maquette de voiture télécommandée qu'on a récupérée. Et en fait, le but, c'était à l'aide de capteurs ultrasons, d'où le nom YouSmart, qui commence par US comme ultrason, Okay. de placer automatiquement cette voiture entre deux obstacles. Alors Quentin, justement, voilà. Là, je ne veux pas t'interrompre, mais on voit des vidéos là en direct, donc tu peux peut-être les utiliser pour expliciter le projet. Donc là, comme on peut le voir, c'est le fonctionnement final de la voiture. Donc on voit qu'elle va se passer automatiquement entre deux obstacles. Donc là, on s'amusait par exemple à jouer avec notre main pour justement déplacer l'obstacle, simuler que ce soit le passage d'un piéton ou bien une voiture qui s'avance derrière la voiture. Et donc voilà, on voit un petit peu le fonctionnement de notre maquette et le final qui a été réalisé. Alors, on a là sur le plateau des petits dispositifs qui sont assez à ceux que vous avez utilisés. Alors, ils ne sont pas fonctionnels, on ne va pas faire Fast and Furious dans l'auditorium de C'est les mêmes capteurs qui sont utilisés, du coup, des capteurs à ultrasons. Et c'est un petit peu le même principe, je pense, sachant que nous, il y en avait à l'avant et à l'arrière du véhicule. Mais c'est un petit peu sur ce même principe. En tout cas, ça ressemble grandement à notre maquette finale. Ouais. Donc c'est des plateformes à programmer, quoi. Finalement, quand on voit un projet comme celui-là, on peut se poser la question, est-ce que c'est un projet qui est de l'ordre logiciel? Est-ce que c'est du code? Est-ce que c'est une question de code? Ou est-ce qu'on est dans le du web, Alexandre? Alors non, du coup, ce projet, c'est pratiquement 90% de code. Nous, après, d'ailleurs, on a fait notre maquette nous-mêmes. On a pris du coup le châssis donc d'une ancienne voiture télécommandée et ensuite derrière c'est vraiment que il y a de l'assemblage. On a codé donc l'autre côté et nous du coup derrière on donnait en fait le code, on projetait directement le code sur la voiture et qui derrière en fait le code appliquait le code directement. C'est du code, mais il y a quand même la question du capteur, des dispositifs, de la maquette à construire. Donc là, on voit que dans un projet comme celui-là, on est déjà dans une démarche collaborative. Quentin, toi, tu étais plus du côté de la maquette, justement? Oui, c'est ça. J'ai assemblé notamment avec Milan qui est absent aujourd'hui. La maquette, c'est vrai qu'il y a une grande partie aussi sur le câblage. On devait réaliser nous-mêmes l'alimentation de la voiture qu'on a fait à l'aide de 6 piles qu'on pouvait directement venir brancher sur la maquette. Il y a toute cette partie de câblage entre les différents capteurs et le microcontrôleur qui est en fait vraiment le cœur du projet dans lequel on injecte le code et qui va lui faire interagir du coup les capteurs, donc en l'occurrence les capteurs à ultrasons mais d'autres capteurs qu'on a utilisés et les actionneurs qui sont du coup le moteur de la voiture et qui va venir faire avancer ou reculer la voiture à une certaine vitesse. Alors je ne sais pas si on peut revoir la vidéo, mais ce qu'on voit sur cette vidéo, c'est que vous faites bouger les murs qui sont de part et d'autre de la plateforme sur laquelle circule le véhicule, et selon la position de ces murs, la voiture va se caler, va avancer un petit peu, va reculer justement. C'est quoi la philosophie qu'il y a derrière? Alors nous donc voilà comme on voit sur la vidéo, nous on a recréé une maquette, on a créé une maquette entière donc qui permet de simuler en fait du coup une pente ou non. Donc là par exemple là sur la vidéo on voit que c'est une pente du coup qui a une pente à zéro donc Ouais. fonctionnement horizontal, mais ensuite on a créé un
un levier donc qui permet de placer donc la plateforme à un certain angle, donc qui permet de recréer donc les pentes. Et donc en fait toute cette maquette permet de montrer que cette voiture peut fonctionner, donc que ça soit horizontalement parlant ou avec une pente. Donc, voilà. Alors, je disais tout à l'heure que vous pouvez poser des questions en direct, hein, puisque vous regardez la vidéo sur YouTube et sur Instagram, et donc sur ces deux plateformes, vous pouvez poser les questions. Il y a une première question là qu'on voit qui nous est posée via les écrans là dans l'amphithéâtre. Dans quel contexte peut être utilisé ce projet, Quentin? Alors le but principal et dans quel contexte peut être utilisé ce projet, nous on a imaginé le fonctionnement dans des embouteillages parce Oui. qu'en fait on pense souvent à la voiture autonome dans la vie de tous les jours, mais on va surtout avoir besoin d'une voiture autonome dans les moments où on en a le plus besoin et on n'a pas forcément envie de conduire nous-mêmes. Ouais. Donc exemple, les embouteillages, on n'a pas forcément envie d'actionner nous-mêmes la pédale d'accélérateur toutes les 10 secondes pour avancer, on préfère que la voiture suive le flux de véhicules elle-même. Alors que dans un fonctionnement normal où on suit la route, là on a un petit peu plus de plaisir à conduire, on va dire, et on a un petit peu moins besoin de la voiture autonome. Enfin, c'est tel qu'on l'a imaginé nous. Et du coup, notre maquette reproduit vraiment ce système d'embouteillage avec un véhicule à l'avant et un véhicule à l'arrière, des conditions qui changent avec une pente qui peut être appliquée. Donc voilà, c'était vraiment dans ce contexte-là qu'on l'a imaginé. Alors c'est intéressant ce que dit Quentin, parce qu'on parle de voiture autonome, mais on voit que finalement l'automatisation des véhicules, c'est intéressant dans certains scénarios de conduite, mais pas forcément dans tous. Alexandre, quand on s'embarque dans un projet comme celui-là, c'est parce qu'on a quand même un goût pour cette matière, quoi. Il faut aimer l'automobile, quoi. C'est vrai que ouais, pour le choix du projet, donc ça a été très naturel. Donc pour nous trois, on s'est directement donc focalisé donc sur une voiture et justement sur les voitures autonomes parce que donc, tous les trois on était très intéressés donc par la Tesla, donc par Tesla donc de base. Et c'est vrai que nous on avait notre projet, c'était vraiment de reproduire en fait le Tesla, enfin reproduire avec nos matériaux à nous et du coup beaucoup moins cher. Parce que bon, Tesla a une certaine fonctionnalité sur ses voitures qui s'appelle notamment l'autopilote, et c'est celle qui permet d'automatiser la conduite dans certains cas de figure. Mais Tesla n'est pas la seule marque hein, à travailler Bien sur ce Bien sûr, ouais, terrain-là. c'est vraiment nous, on a été vraiment, on regardait en fait, on regardait beaucoup Tesla, donc les voitures Tesla, et c'est vrai que nous c'est l'autopilote de Tesla, donc on sait très bien que du coup maintenant c'est sur beaucoup de voitures, l'autopilote a été décliné sur beaucoup de voitures, mais nous c'est vraiment la référence, c'était vraiment l'autopilote de Tesla. Alors l'idée finalement, Quentin, avec un projet comme celui-là, c'est pas forcément d'inventer quelque chose pas que Tesla l'a fait, mais d'autres marques l'ont fait aussi. Finalement, le refaire à coût réduit quelque part pour que ce soit. Mais enfin, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut se payer encore une Tesla. Hein. C'est ça exactement. Bah, le but de notre projet, c'était effectivement d'imaginer un système qui a un coût vraiment réduit. Nous, notre maquette, si on compte les capteurs et éventuellement le moteur du véhicule, grosso modo, elle a dû nous coûter dans les 50 €. Donc c'est vraiment un modèle qui est vraiment réduit, mais on arrive à faire des choses qui sont assez précises. On voit que le véhicule réagit assez rapidement, donc on a un système qui est assez efficace malgré le prix. Et le but, c'est vraiment de chercher l'optimisation financière pour que ce type de véhicule et ce type d'optimisation soient accessibles à le plus de monde possible. Justement, on a une question là qui a été posée par les internautes et qui permet de prolonger un petit peu cette réflexion. Avez-vous l'ambition d'aller plus loin dans ce projet? Quelle serait la suite? Parce que là, on a vu la maquette à échelle réduite. Ça peut paraître surprenant peut-être à des étudiants qui nous regardent, des lycéens hein, qui ne savent pas comment ça fonctionne a priori, mais il faut bien commencer par des échelles réduites avant de passer à un prototypage sur une voiture réelle, quoi, une voiture à échelle 1. Est-ce que c'est un projet qui pourra être mené, peut-être pas par vous, mais par d'autres étudiants l'année prochaine, les années qui suivent? Alors bah bien sûr, enfin ce type de projet justement, ce qui est bien, c'est qu'on peut toujours l'améliorer. Il y a toujours des améliorations à avoir, et toujours. Nous, voilà, nous, on s'est basé vraiment sur, on va dire, les ambitions basiques, donc vraiment donc avant, arrière, avec justement une certaine pente. Mais maintenant, on peut très bien donc avoir d'autres directions, donc direction donc droite, gauche, ou alors justement que ça soit plus précis, parce que du coup, pour l'instant, nous, on a une précision à 2 mm. Pourquoi pas donc utiliser des capteurs plus précis pour avoir une précision encore plus une précision encore plus réduite. Alors, dans 5 minutes, on va basculer dans le deuxième temps de ce rendez-vous. Donc, j'aimerais quand même qu'on parle de
vos profils respectifs, hein, parce que vous avez la même spécificité tous les deux, hein, c'est que vous êtes étudiant dans cette école d'ingénieur en dernière année, mais vous êtes alternant aussi, hein, depuis le début, hein, l'école en 3 ans, et depuis la première année, vous êtes alternant. En quoi ça consiste finalement? Alors en fait, l'alternance en école d'ingénieur et notamment à l'ESME Sudria, ça permet d'être à la fois en entreprise, donc des entreprises qu'on a cherchées avant notre entrée dans l'école, et justement avoir des périodes aussi à l'école. Ce qui était intéressant sur notre cursus, c'est qu'on a eu des périodes qui ont été de plus en plus longues, sachant on a commencé en fait avec des périodes de 2 semaines à l'école, 2 semaines en entreprise, et c'est des périodes qui ont évolué jusqu'à des périodes de 3 mois en entreprise et 3 mois en école. Et du coup, on a vraiment pu s'adapter au fur et à mesure du monde de l'entreprise, tout en continuant à rester beaucoup à l'école. Donc c'est un système qui est vraiment intéressant et qui nous permet d'une part d'avoir une certaine expérience et également d'avoir peut-être une promesse d'embauche à la fin de ce cursus. Donc nous, c'est une expérience qu'on a vraiment beaucoup aimée et on regrette absolument pas d'avoir choisi cette voie-là. Alors justement, tu travailles où là? Moi, je suis à l'entreprise Legrand. Je suis dans la cellule grand projet et projet complexe de l'entreprise et je travaille sur des produits comme les transformateurs de puissance. Parce que Legrand, on connaît pour les interrupteurs. C'est ça, ouais. Hein. On connaît surtout pour les interrupteurs et tout ce qui est appareillage, mais ils font aussi de la puissance et moi, c'est plutôt dans ce domaine-là que je travaille. Et toi, Alexandre, là, parce qu'évidemment, on s'est parlé avant l'émission pour préparer un petit peu le direct, et alors, tu m'expliquais que tu avais travaillé là, sur un projet en Afrique d'assez grande envergure quand même. Hein. Exactement, et nous on a la chance, du coup, dans notre projet, nous on a fait appel à Legrand pour nos installations. Ouais. Non, moi c'est surtout, donc moi je travaille chez FH Energy, donc en export international. Moi je travaille actuellement sur un projet qui consiste donc de A à Z, donc de construire des postes haute tension, donc 11 postes haute tension sur 4 pays différents en Afrique, donc la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau et le Sénégal. Et donc voilà, le but c'est vraiment de faire 11 postes haute tension sur les 4 pays et ensuite derrière de relier donc avec une ligne 225 kV pour apporter du coup de l'énergie en Afrique de l'Ouest. C'est pour électriser des villes Exactement, donc c'est que ça soit des villes, que ça soit des petits villages. Donc le but vraiment à partir de ces postes haute tension, justement nous il y a des sorties du coup d'énergie qui peuvent alimenter après derrière donc des villages ou des villes, quoi. Alors on a une question un peu technique là, on vous demande quels sont vos majeurs au sein de l'ESME à l'un et à l'autre. Alors nous avec Quentin on est en majeur énergie donc pendant ces 3 ans. Mais après, au sein de l'ESME, il y a beaucoup de majeurs. Je pourrais pas tous les citer, mais il y a des majeurs donc. Tout ça sur le site web. Ouais, après voilà, donc allez voir sur le site web de l'ESME. La directrice de l'école qui nous regarde là, donc si ça y est pas, je suis sûr qu'elle va le faire mettre assez rapidement. Alors ce projet de voiture autonome. On voit qu'il va être amené peut-être à être repris les années prochaines par d'autres étudiants. Est-ce que vous avez identifié des points d'amélioration justement du point de vue du logiciel par exemple? Ça a été un petit peu le cœur du boulot. Oui, bien sûr. Il y a des optimisations qui peuvent être faites sur le code. Là, on utilisait plusieurs degrés d'inclinaison, mais en fait, on n'avait que l'inclinaison horizontale, la pente vers le haut et la pente vers le bas. Et on peut imaginer vraiment dans le code créer une fonction pour laquelle la vitesse de la voiture va vraiment dépendre de l'angle exact à laquelle se situe la voiture. Donc ça, c'est une piste d'amélioration, mais il faudra utiliser d'autres types de capteurs plus précis. Il y a aussi plein d'optimisations, comme Sacha l'a dit, qui peuvent être faites sur le type de capteur utilisé. Rajouter éventuellement des capteurs pour explorer d'autres parties de la voiture autonome, comme le stationnement automatique par exemple, qui existe aussi chez certains constructeurs. Donc voilà, il y a vraiment des pistes à ajouter, que ce soit au niveau du câblage en ajoutant d'autres types de capteurs ou en optimisant tout simplement le code. Notre maquette reste toujours disponible à l'école, on a uniquement récupéré la base de la voiture, mais en tout cas si ce projet venait à être pris par d'autres étudiants, ce serait avec plaisir qu'on leur fournirait cette maquette. Là-dessus, Alexandre, un axe d'amélioration que tu voudrais évoquer moi, non, vraiment l'axe d'amélioration pour moi, c'est augmenter donc la précision donc des différents capteurs et en même temps du coup de commencer à se pencher sur le sujet, donc vraiment
du parking automatique. Donc Ok. vraiment de pouvoir que la voiture puisse se garer automatiquement. Alors on a une autre question concrète, et c'est bien d'être concret parce que ça montre la façon dont vous avez organisé votre emploi du temps, parce qu'il y a quelqu'un qui demande comment vous avez trouvé le temps de travailler justement sur ce projet en étant en alternance. Vas-y Alexandre. Alors, bon, je peux commencer et Quentin finira, mais c'est juste que du coup en alternance déjà le rythme donc des cours est déjà plus soutenu, donc c'est vrai qu'il faut une meilleure donc organisation de travail, même de vie perso, que en étant en études donc normales, donc sans être en alternance. Et ensuite après donc on a eu quand même pas mal de périodes d'école, donc comme l'a dit Quentin avant, c'était des périodes donc 3 mois, donc sur les dernières années. Donc c'est vrai qu'au final pendant ces 3 mois d'école, nous, on était pratiquement à 70% sur le projet. Et ensuite, après, donc les 30% restants correspondent aux cours, du coup, qui sont obligatoires donc pour l'école. De toute façon, j'imagine que vos responsables dans les entreprises sont tout à fait au courant de la façon dont ça fonctionne et ils donnent de leur personne en quelque sorte. Enfin, ils vous aident à aller au bout de ces projets. Oui, c'est ça. Bah, en fait, ils arrivent à comprendre quand on a besoin de temps pour nous pour justement avancer sur ce projet. La spécificité sur cette année, c'est qu'on a eu uniquement 2 périodes d'école. Et le plus compliqué, on va dire, c'était au retour d'entreprise sur la deuxième période d'école, reprendre là où on en était et se souvenir un petit peu d'où on en était sur le projet. Donc, fallait vraiment continuer à y penser quand on était en période d'entreprise pour pouvoir reprendre d'autant plus le projet quand on est retourné à l'école justement. Bon, ben merci. On va terminer là-dessus, hein, puisqu'on va passer à la deuxième partie de notre direct que vous suivez là sur YouTube de l'ESME et la page Instagram. Je vous remercie tous les deux, donc Quentin et Alexandre Le Pipe, donc avec votre camarade qui n'est pas là. Vous avez travaillé à ce projet de voiture autonome qui s'appelle Yousma. Et on vous souhaite bon vent pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est qu'on sorte de la classe classique avec un enseignant et des étudiants face à lui. On essaie d'aller chercher d'autres choses, notamment justement avec notre lab, qui est notre atelier de fabrication numérique collaboratif, où les étudiants peuvent venir soit librement, soit dans le cadre de programmes pédagogiques, essayer des machines, construire des choses, commander du matériel. Récemment, on a eu 2 très beaux projets. On a eu une bobine Tesla, c'est un engin qui peut créer des arcs électriques de plusieurs millions de volts. Et puis on a eu un robot InMove, c'est un robot open source, c'est-à-dire que les modèles sont disponibles sur le net. Ce qui a été impressionnant, c'est que les étudiants ont réussi à faire tout le tronc, la tête, les bras, et ont rajouté des fonctionnalités, notamment le contrôle vocal. Alors, pendant cette 5e année, on a dû travailler avec le cabinet Mazars pour développer un scanner d'objets connectés qui va nous permettre de scanner les objets sur un périmètre et pouvoir les hacker, changer leur comportement, etc. Donc une anecdote autour de ce projet de fin d'études, c'est que j'ai tellement apprécié le travail avec mes collaborateurs que j'ai décidé de continuer en stage avec eux. Et voilà, nous sommes de retour dans l'amphithéâtre de l'école d'ingénieurs ESME à Paris, Fleurus, pour la deuxième partie de ce direct pour l'émission ESME demain. C'est déjà la 3e édition, ça devient un rendez-vous presque récurrent hein, sur la page YouTube de l'école, mais aussi sur la page Instagram, alors 2 plateformes sur lesquelles vous pouvez poser vos questions à nos invités, puisque on va maintenant être avec des professionnels qui travaillent dans la question de la voiture de demain. Est-ce qu'elle est électrique? Est-ce qu'elle est autonome? Une autre voie qui est possible. On va discuter tout de suite avec nos invités. Alors on est avec Patricia Villoslada, bonjour.
Vous êtes directrice générale à Transdev de la filière qui travaille sur la question des véhicules autonomes. On est aussi avec Philippe Chin, bonjour. Alors vous êtes cofondateur de Vercor, une société, une ancienne start-up, mais on va voir qu'on a du mal à la qualifier encore de C'est ça, start-up, une jeune société industrielle maintenant. et qui est spécialisée dans la fabrication des batteries. Exactement. On va en discuter. Tout de suite à ma droite, Éric Planchet, bonjour. Alors vous êtes directeur général de Carwatt, et vous aussi travaillez sur la question des batteries, et plus spécifiquement sur le devenir des batteries, et presque carrément de la deuxième vie, hein, La deuxième vie, exact. des batteries. Et enfin, on est avec Emmanuel Darfeuille. Bonjour. Alors Emmanuel, vous êtes dans la société Phare, hein, directeur, Oui, c'est ça. directeur technique, hein, de Phare. Oui, oui. Et on va voir que votre spécialité, c'est plutôt l'électronique de puissance, mais on va essayer de décrypter qu'est-ce qu'il y a derrière cette expression qui est très usuelle pour les ingénieurs, mais qui n'est pas forcément compréhensible de tous. Voilà, électronique de contrôle et de puissance. Et de puissance. Alors, on va préciser que Emmanuel et Eric, vous êtes des diplômés de l'ESME. Hein, on l'a pas, je veux dire, on l'a pas fait exprès. Mais finalement, à un moment donné, il se trouve que On en est plutôt fiers. voilà. Oui, oui, tout à fait. Et puis c'était le siècle dernier. Mais... Aussi, voilà, on est tous des voyageurs du siècle passé, comme dans les visiteurs. Alors, on va commencer à discuter de tout ça. Il y a un point qui a été très intéressant dans ce qu'ont dit nos étudiants Alexandre et Quentin à propos des niveaux d'automatisation. On parle de la voiture autonome, mais il y a différents niveaux de voitures autonomes. Et d'ailleurs, les industriels sont d'accord pour désigner 6 niveaux de voitures autonomes. Est-ce que vous pouvez nous décrypter un petit peu quels sont ces niveaux? Oui, le niveau 1, c'est une aide à la conduite dans un sens, donc longitudinal ou transversal, enfin bon, mais c'est ce qui existe beaucoup de véhicules. Oui, c'est déjà commun, ça. C'est déjà commun. Le niveau 2, c'est qu'on commence à voir les deux, donc suivi des lignes, puis accélération freinage. Tu me corriges, Emmanuel, si j'ai dit des bêtises. Et puis le 3, ça commence à être un peu plus compliqué, hein, parce que on commence à pouvoir relâcher les mains du volant, mais le véhicule, il faut qu'il soit assez intelligent pour dire et prend le volant, donc ça commence à être compliqué. Moi, j'ai travaillé sur le niveau 4, qui est le véhicule est complètement autonome, n'a pas de volant de pédale, Oui. mais il a été validé pour un parcours prédéfini, ou en tout cas une zone prédéfinie. Il ne peut pas aller d'ici à Berlin. Donc voilà. C'est des voies, quoi. Vous parlez des voies dédiées. Alors, ça peut être de la voie ouverte. Ça peut être de la voie ouverte avec un mix de trafic, mais on a validé pour un périmètre donné ou dans des situations bien concrètes et bien précises. Et le niveau 5, c'est le rêve qu'on a tous, ce véhicule que peut vous emmener partout, n'importe comment et n'importe quand. Ça, c'est celui qu'on voit dans la SF, quoi. Ouais. Emmanuel, aujourd'hui, dans tous ces niveaux-là, le curseur, il est où? Si j'ai le carnet de chèques qui va avec, quelle est la voiture que je peux m'offrir au niveau maximal? Alors ça dépend si le carnet est valable ou pas. Bon, soyons fous. Parce qu'il est virtuel, on va dire qu'il est... On va dire que globalement, aujourd'hui, on atteint un niveau 3, mais pas forcément dans oui. Notamment les conditions climatiques, les conditions de luminosité, etc. Oui. Mais aujourd'hui, le niveau 3, on commence un petit peu... Donc on a globalement une aide à la conduite plus avec des manœuvres prédéfinies que le véhicule va faire, et c'est un peu ce qu'on va retrouver sur les Tesla avec l'autopilote. Et puis le niveau suivant, aujourd'hui, on n'est pas vraiment encore dans toutes les circonstances. C'est-à-dire qu'on est capable de faire des démonstrations assez réussies dans plein de cas, mais aujourd'hui, on a encore besoin d'admettre du contrôle, enfin de mettre du contrôle humain dedans, pour vérifier quand même que le véhicule, dans tous les cas, ne sorte pas de la route. Et ça fait partie des essais. Les essais sont très longs et on ne va pas arriver au niveau 4 demain matin. Mais en tout cas, c'est sur la bonne voie. Voilà. Alors, il y a une question voilà, qui est posée sur YouTube, sur Instagram. Pouvez-vous expliquer comment fonctionne un véhicule autonome? Peut-être je me tourne vers vous, Philippe. Bon, on va parler des batteries, mais vous avez une expertise évidemment sur la question du véhicule autonome. Il faut en revenir aux capteurs. Nos étudiants, ils ont parlé des capteurs à ultrasons. Ça fait partie de la panoplie, mais ce n'est pas les seuls éléments. Oui, il y a une image qui marche assez bien, c'est de dire un véhicule autonome, c'est un véhicule dont le conducteur est un ordinateur. Ou un robot, même on peut imaginer, même si c'est un robot qui n'est pas physiquement derrière le volant.
pour conduire, effectivement, il a besoin de ce que nous on utilise, des yeux, des oreilles éventuellement, et des super yeux quelquefois. Donc effectivement, c'est plusieurs sortes de capteurs. Alors il y a certains constructeurs, dont Tesla que je connais bien, qui utilisent seulement des yeux, donc seulement des caméras. Alors il y en a beaucoup sur la voiture, mais avec principalement des caméras, on arrive à prendre les décisions nécessaires à la conduite de la voiture. Il y a beaucoup d'autres constructeurs qui utilisent d'autres types de capteurs. Alors, les capteurs à ultrasons, c'est plutôt pour la courte portée, mais pour voir plus loin, on utilise un capteur qu'on appelle le LiDAR, qui permet de voir encore plus loin. C'est intéressant, le LiDAR, si on peut en dire quelques mots quand même, parce que c'est un capteur qui utilise le laser. Je ne sais pas si quelqu'un veut expliciter un peu. Oui, Emmanuel, typiquement, c'est un tir laser et sur ce tir laser, en fait, on mesure la réponse en fait du tir laser. Et c'est ce qui va vous permettre de cartographier la scène qui est devant la voiture. En fait. Et c'est pas un seul tir, puisque ça arrose non, partout. C'est pas un seul tir, oui, tout à fait. Tout un nuage de points, quoi, finalement. C'est ça. On appelle ça. Alors, il y a deux technologies, de LiDAR. Vous avez les LiDAR à balayage qui, basiquement, font comme les anciennes télés, donc qui balayent et puis ils envoient un faisceau à balayage. Et puis ensuite, vous avez les LiDAR qui commencent à se populariser un peu plus maintenant, dit solid state en anglais, qui sont typiquement des LED, en fait, une plaque de LED derrière et qui envoient des multiples faisceaux, mais qui ont une portée un peu moins grande parce que la puissance en fait de ces émetteurs est un peu moins grande qu'un LiDAR à balayage. Mais par contre, la puissance augmente régulièrement, donc ils font des progrès, je vais dire, d'année en année. Et puis pour continuer la réponse à la question, il y a des capteurs, il y a le conducteur virtuel qui est le robot, mais en fait, ce conducteur virtuel, il peut avoir beaucoup d'autres informations. Il peut, par exemple, connaître à l'avance la route, la carte, mais même mieux que ça, il peut avoir, par exemple, ce qu'ont vu les caméras des voitures qui l'ont précédé sur la même route. Tout ça avec de la connectivité, avec du cloud, etc. Et il peut aussi avoir des informations qui proviennent de l'infrastructure, par exemple le feu rouge qui lui dit dans 3 secondes je passe au vert. Alors on parle de voiture autonome, mais Eric, avec Carwatt, vous êtes au contact de véhicules qui peuvent avoir un certain degré d'autonomie et qui sont électrifiés, mais qui ne sont pas du tout des voitures lambda dans lesquelles on circule. Il y a quantité d'autres engins qui peuvent être équipés de la sorte. Alors oui, il se trouve que ce n'était pas notre objectif premier. J'ai travaillé aussi sur le véhicule autonome par le passé, mais sur les engins aéroportuaires, ce qu'on appelle les GSE Support Equipment, qui sont les engins de piste. Aujourd'hui, on en électrifie avec des batteries de deuxième vie, donc d'origine Renault d'ailleurs, des cellules Kangoo qu'on réassemble à une autre tension. Et quand Air France nous a confié ce projet, ils nous ont dit oui, mais maintenant il y a des fuselage carbone et les procédures de contrôle sont très longues parce qu'il n'y a pas d'impact s'il y a un choc. Et donc, ils voulaient avoir une approche semi-autonome, enfin semi-automatisée. Et nous, avec un véhicule électrique et puis quelques lignes de code, si j'ose dire, dans ces structures-là, c'était pas très compliqué. Et donc, on a mis ça en œuvre sur un véhicule thermique. Alors, je crois que vous avez amené des images de ces véhicules d'aéroport. Bon, si c'est pas le cas, désolé à la technique, mais c'est des véhicules, c'est les véhicules avec c'est des tapis à bagages. C'est ce qui charge vos bagages dans les avions. Ça peut être aussi des escaliers passagers donc ils n'ont pas beaucoup d'autonomie, c'est surtout la servitude. Donc effectivement, j'ai amené un film qui parle de prototype, c'est un film qui a quelques années, puisque maintenant on est en série, on est en série en France, c'est ça, c'est ce qu'on va voir. Donc là, on voit Gérard Felder qui est à l'origine. Qui est le président de Carwatt, qui est un ancien pilote d'Air France et qui fait aussi interview à une émission sur France Info qui est le billet vert et qui a interviewant le patron d'Air France des véhicules électriques, de Renault il y a quelques années des véhicules électriques, qui a dit je vais réutiliser tes véhicules, c'est ce que je vais en faire. Voilà, donc là on les voit en question. Les véhicules en question, là vous voyez la batterie, on la voit plus. Il y a 55 cellules à 80 volts 155 modules de Kangoo, alors qu'il y en a 48 dans un module d'origine. Dans un pack d'origine avec à 360 volts, et là on est à 80 volts parce que c'est l'application du marché. Alors sur la question des batteries, justement, la technologie la plus utilisée aujourd'hui, c'est celle du lithium-ion. On va pouvoir peut-être développer un petit peu de quoi il s'agit, mais on a une question sur le lithium, parce que le lithium c'est un élément naturel qu'on trouve dans l'écorce terrestre. Il
il faut le détecter, il faut le raffiner pour pouvoir l'utiliser et le mettre en forme dans des batteries. Mais la question nous dit, il me semble que la majeure partie des mines de lithium en Europe se trouve en Ukraine. Quel est l'impact sur ce secteur et pourrions-nous envisager de n'être pas dépendants de la Chine? Alors c'est Kermode qui nous pose la question. C'est une très bonne question, parce qu'effectivement, de manière plus générale, l'approvisionnement en matières premières pour fabriquer des batteries va poser question dans les, peut-être pas dans les années qui viennent, mais dans les dizaines d'années qui viennent, quand on va passer dans des volumes beaucoup plus importants. Alors en ce qui concerne le lithium, je suis pas certain que la majorité des mines en Europe soient en Ukraine. Il y en a au Portugal, il y en a en Espagne, il y en a en Finlande, il y en a en Allemagne, il y en a en France. En fait, le lithium n'est pas un élément rare sur la Terre. D'ailleurs, il se trouve principalement dans l'eau de mer, bien qu'il soit peu concentré, donc pas facile à extraire. Mais de manière plus générale, les fournisseurs de lithium aujourd'hui sont en Amérique du Sud et en Australie, principalement. Donc, ni en Chine, ni en Ukraine, ni en Russie pour l'instant. Mais la question est effectivement très pertinente, puisqu'à long terme, la question c'est comment on sécurise l'ensemble de ces matières premières pour fabriquer les batteries. Donc au-delà du lithium, qui ne sera probablement pas le on pense au nickel, au cobalt, et puis plus largement au graphite également, qui est un métal, c'est pas un métal, mais un composant important. Et puis les autres métaux comme l'aluminium et le cuivre qui sont aussi très nécessaires. Alors, la question qui est en creux derrière celle de Kermode, c'est celle de la disponibilité des matières premières qui permettent de faire des batteries pour les véhicules électriques. Alors avec Karawatt, justement, Éric Planchet, vous montrez que la batterie en fin de vie, elle n'est pas tant que ça en fin de vie, puisque vous lui remettez un petit coup de boost pour lui donner une deuxième existence. Disons qu'on lui donne juste, on l'intègre dans une application qui est moins contraignante. Véhicule léger, le rapport puissance-énergie, c'est le plus fort, donc qui contraint le plus la batterie. Donc nous, on a deux vecteurs de marché, c'est les véhicules à basse vitesse et à faible autonomie, type les véhicules de logistique, hein, comme vous avez pu en voir sur les aéroports. Et on a aussi un autre vecteur qui est un peu plus exotique, puisqu'on fait des véhicules de safari en Afrique, où il y a des petites autonomies. Donc on a même créé une société là-bas sur place avec des partenaires locaux, puisque en dehors du défi, je dirais, de vendre nos produits, aussi on souhaite, on a un côté défi social de faire monter en compétences dans ces pays-là les compétences véhicules électriques. Et ces gens-là sont venus nous chercher, tout simplement parce que pour aller chercher du gasoil, il faut des fois faire 150 km aller-retour. Ce qui fait cramer le gasoil au passage. Et puis le gasoil, ça disparaît, voilà, hein, c'est pompé. Avec pomper des électrons ou des ions, c'est un petit peu plus dangereux, voilà. Et comme c'est dans des endroits isolés, avec les lodges pour les touristes, eh bien, ils ont déjà des installations photovoltaïques pour l'électricité, ils les boostent un petit peu. Et puis tout ça, c'est très bien, et ils roulent pas très vite, ils font 100 km, 150 km, et ça marche très bien. Donc nous, ce qu'on a mis sur les 4x4, c'est typiquement des Land Cruiser de chez Toyota. Là-bas, ça dure 40 ans, donc ceux qui ont Retrofit, ils ont une vingtaine d'années, plus récents. Et on met deux batteries Zoé en parallèle qu'on a reconfigurées mécaniquement, et que Renault s'interrogeait sur la refroidissement en Afrique. C'est des batteries qui sont refroidies. Nous, on fait du robuste, on les refroidit pas. C'est en parallèle, le courant est divisé par deux, ça va pas vite. Et on n'arrive même pas à monter à 40 degrés en Afrique sur nos batteries. Donc vous voyez, on a une approche qui est un petit peu disruptive, c'est-à-dire qu'on ne fait pas forcément des produits sexy, mais on fait du robuste et du fonctionnel. Voilà. Ce qui est très intéressant dans ce que dit Eric, c'est la réutilisation des batteries. Ce qu'on découvre en fait depuis plusieurs années, c'est que les batteries, contrairement à ce qu'on pensait, vivent beaucoup plus longtemps, durent beaucoup plus longtemps que ce qu'on espérait même. Dans le cas de Renault que je connais bien, et de Zoé, et de Kangoo que vous avez cité, quand on a commencé ces programmes, on se disait les batteries elles vont durer 6 ans, 8 ans maximum. En fait, aujourd'hui, il y a des Zoé dans la rue depuis plus de 10 ans maintenant, et la plupart des batteries se comportent encore très bien. Donc, réutiliser ces batteries au bout d'un certain temps, c'est une très bonne utilisation parce qu'elles ont encore une durée de vie très significative, en particulier, comme Eric l'a expliqué très bien, si on les utilise de façon moins contraignante.
Patricia, j'aimerais qu'on revienne sur la question de la voiture autonome. Et on a dit tout à l'heure que le niveau 5, c'était le niveau qui fait rêver, la voiture qui roule toute seule. Il y a de ça une quinzaine d'années, on disait d'ici 2030, on aura tous notre voiture autonome, ça sera plus la peine de passer le permis de conduire, quoi, en gros. On a l'impression qu'aujourd'hui, on vit une période quand même de dépression de cette technologie. Alors, je ne sais pas si le terme est le bon, vous allez me dire quel mot vous utilisez, mais enfin, le diagnostic, vous êtes d'accord là-dessus? Complètement, oui, oui. Complètement. En fait, c'est ce qu'on décrit souvent comme le hype. Oui, c'est un nom, ça. Hein, c'est la courbe du hype. Et puis moi, je l'appelle la vallée du pessimisme. Enfin, je traduis comme ça, mais enfin, on est en plein dedans parce que l'autonome tarde à arriver, même si moi je quand même préciser, quand tu as dit niveau 4, c'est pas encore gagné, il y a des véhicules qui circulent aujourd'hui et plus un rêve. Il faut nous les décrire un peu, ces véhicules de niveau 4. Je veux dire, c'est quoi? C'est une navette? C'est un... Alors, ceux qui circulent, il y a plusieurs types, hein, mais ceux qui circulent aux États-Unis, c'est Waymo et Cruise, ça, les faut plus dire, connus. c'est extraordinaire quand même. Extraordinaire. Il y a Ça, des vidéos sur YouTube, le gars il a son smartphone, il commande la voiture et qu'est-ce qui se passe? Le véhicule il vient tout seul, il y a rien, il y a personne devant le volant et vous prenez votre taxi autonome qui circule en plein milieu de San Francisco. Ça existe à Phoenix, mais c'est encore plus étonnant au milieu de San Francisco dans un trafic complètement fou. Et le véhicule il se débrouille, hein, il se débrouille bien. Et on voit le volant qui tourne, là, comme si c'était l'homme invisible qui conduisait. Voilà, non, c'est vraiment étonnant à voir. Ouais. Donc la techno, la techno est là, elle commence à fonctionner. Il y a un sujet de coût parce que c'est des véhicules extrêmement chers pour l'instant. Donc pour que ça se démocratise, il faut encore réduire les coûts. Le coût par véhicule, parce que c'est les capteurs, les calculateurs, etc., mais aussi les coûts de développement. Hein, à chaque nouveau déploiement, il y a des coûts pour valider que là, ça se passe bien. Bon, bref. Donc, il y a un vrai enjeu de... Mais pour des optimistes peut-être comme moi, on pense qu'on est à la veille que ça puisse arriver. Moi, j'ai travaillé sur d'autres types de véhicules, pas sur le véhicule particulier, donc le véhicule de tout le monde, mais sur des navettes pour le transport public. Alors, c'est des petits bus, des minibus, pour lesquels la France a deux constructeurs. Nous, on était sur le développement d'une troisième navette. Pourquoi ça fait sens là-dedans? Parce que sur ce type de véhicules, parce que le coût rapporté à l'usage en termes de business model a beaucoup plus de sens sur un bus de transport public parce que le véhicule est utilisé tout le temps plutôt que sur un véhicule particulier. Bon. Donc ça, il y a une raison de ratio coût-usage. Les véhicules de transport public, vous n'avez pas besoin de rouler à 100 km/h, à 120 sur une autoroute, 30 km/h, maximum 50, vous savez déjà la plupart des services dans un centre-ville. Donc en fait, sur ce type d'usage, transport public, petite navette, le cas d'usage est plus simple. Alors, il y a encore des incertitudes, il y a encore des challenges, mais enfin bon, moi j'entrevois que ça va commencer sérieusement à marcher autour de 2025. Donc ça, on peut le dire à nos étudiants qui regardent, là c'est quand même un champ et un vecteur de boulot, quoi. Enfin, oui. C'est un champ d'études. Oui. Alors, et là-dessus, peut-être un mot, quand on parle de véhicule autonome, il n'y a pas que l'objet, que le véhicule. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur ce qu'on appelle le control center, le système de supervision. Ceux qui viennent du monde ferroviaire ou de l'aéronautique, ça les étonne pas. Hein. On n'imagine pas des avions ou des métros autonomes qui circulent tout seuls sans une supervision humaine. Pour les gens qui viennent de l'automobile, c'est un peu plus nouveau. Mais cette idée de centre de supervision pour le véhicule autonome a fait sa place. Je pense que maintenant, c'est un fait, c'est acquis, c'est même obligatoire d'un point de vue réglementaire. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des champs d'ingénierie immenses de véhicules autonomes
pas seulement sur l'objet, le véhicule, pas seulement sur le logiciel de conduite sur lequel il y a déjà des géants au niveau mondial. Ça va être très dur de les concurrencer. C'est extrêmement dur de concurrencer des boîtes qui sont en train d'investir des milliards de dollars. En revanche, il y a encore des technos type la supervision, type des solutions de télécommunications, type du monitoring de la cabine. Enfin bon, le charge et il y a de quoi s'amuser pour les jeunes ingénieurs. Alors Emmanuel Darfeuille, vous qui êtes directeur technique donc de Phare Group, vous êtes un petit peu à l'intérieur de cet écosystème de la voiture électrique. Vous travaillez. Alors, j'avais utilisé l'expression. Entre les deux. Alors, vous travaillez sur le cerveau du véhicule, quoi. C'est-à-dire ce qui va transformer les mouvements du conducteur, quand il y a encore un conducteur, en ordre sur les roues, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. D'ailleurs, qu'il y ait un conducteur ou qu'il n'y en ait pas, finalement, oui. Ça revient au même. La seule chose, il faut quand même un cerveau dans la voiture parce qu'aujourd'hui, la plupart des commandes sont assistées ou sont, on va dire, vous n'avez pas une commande en direct quand vous tournez le volant ou quand vous allez freiner ou accélérer encore. Enfin, le premier, c'était l'accélérateur. Vous envoyez une consigne en fait à votre cerveau de la voiture qui dit « j'ai envie d'accélérer ». Et la gestion moteur va traduire ça en des commandes moteurs qui vont permettre de répondre à votre besoin, de répondre à votre demande en fait. Et c'est un peu comme ça qu'aujourd'hui fonctionnent les véhicules de plus en plus. C'est comme ça que fonctionne un ESP aujourd'hui. Un ESP aujourd'hui, quand vous tournez le volant, un ESP, c'est le contrôle de stabilité du véhicule. Donc c'est ce qui vous permet de rattraper le véhicule quand vous partez un peu en dérapage. Et en fait, finalement, le contrôle va anticiper, enfin, ou va comprendre où est-ce que vous voulez aller et va faire en sorte de vous diriger vers là et de rattraper le véhicule. Pour résumer. Donc tout ça pour dire qu'il y a un certain découplage. Alors Emmanuel, vous avez amené des images voilà. Qui peuvent peut-être éclairer votre Absolument. Propos là. Donc là, typiquement, on est dans un véhicule, bon, c'est exactement ce qu'illustrait Patricia tout à l'heure, c'est le Call My Car, l'application Call My Car, j'appelle ma voiture, elle vient me prendre devant moi, et puis elle conduit toute seule. Bon là, on a fait un exercice. On est où, là alors on a fait un exercice autour de chez nous à Villebon sur Yvette avec notre véhicule, tout simplement. Donc c'est un véhicule robotisé. Enfin d'ailleurs c'est pas le nôtre, celui-là c'est un qu'on a, qui s'est illustré très récemment dans le challenge UTAC Ceram par l'Estaca. Voilà. Et donc typiquement c'est un véhicule qui a été complètement robotisé, autonomisé et qui va être capable de faire des trajets planifiés. Voilà, on est en plein dans la planification. Dont les applications Call My Car, Park My Car par exemple, tout simplement. Donc j'appelle ma voiture et puis j'abandonne ma voiture, elle va se garer. C'est ce qu'on rêve tous quand on va faire les courses, c'est qu'elle nous dépose devant l'entrée du magasin, on n'est pas à chercher de place finalement, qu'elle aille se garer. Puis quand on arrive avec le caddie, la voiture se présente directement et puis on est juste à charger, à partir, quoi. Voilà, ça c'est, je dirais, c'est les rêves qu'on pourrait avoir. Alors là, on a un autre véhicule qui est sur un espace, mais ça reste le même principe, ça reste les mêmes robots. Nos applications vont pas dépendre finalement de la taille du véhicule ou de l'usage du véhicule. La robotisation en tant que telle, elle va s'adapter à tout type de véhicule. Là où actuellement, on est en train de jouer plutôt avec des militaires, donc avec des gros véhicules, vraiment des très gros véhicules, et donc ça reste type finalement de robotisation du véhicule, c'est-à-dire qu'on va traduire les ordres les demandes du calculateur central en commande véhicule pour qu'il puisse se diriger là où on a envie là où on souhaite le diriger. Alors j'aimerais qu'on revienne maintenant sur la question de la batterie avec vous, Philippe Chin, puisque j'ai dit que vous étiez cofondateur de Verkor, cette société qui est en train d'avancer de façon assez impressionnante dans la fabrication à grande échelle des batteries. Alors la société Verkor, on a aussi des images, alors pour l'instant c'est encore des images virtuelles, c'est des plans virtuels, mais vous allez construire ce qu'on appelle désormais une gigafactory à Dunkerque. Hein, c'est pas en Chine, à Taïwan, c'est en France. Et cette gigafactory, elle va produire des quantités de batteries absolument conséquentes. Oui. Alors l'enjeu, la raison pour laquelle, voilà une représentation de la future gigafactory de Dunkerque. L'enjeu, c'est, on l'a vu, l'ensemble de l'automobile, de la mobilité mondiale, mais en particulier en Europe, est en train de basculer à l'électrique. Ça a mis des années, on l'a attendu pendant des années, maintenant c'est clair, c'est en train d'arriver et c'est en train d'accélérer. Pour ça, il y a un enjeu énorme, c'est est-ce qu'on est capable de produire des batteries en Europe ? Il y a
un an et demi, la réponse, c'était non. Il n'y avait aucune production de batteries en Europe. Toutes les batteries venaient d'Asie, à quelques exceptions près. Face à ce challenge, on est plusieurs à s'être dit, c'est impératif de mettre en place, non pas une gigafactory, non pas deux, mais une industrie de la batterie en Europe, et à travers plusieurs acteurs. Donc, il y a un acteur qui nous a précédé, qui s'appelle Northvolt, qui est en Suède, créé par 2 anciens de Tesla, avec qui j'avais travaillé là-bas. Comme vous, hein, parce qu'on ne l'a pas Oui. dit de façon explicite, ça va peut-être générer un flux de questions, mais vous êtes un ancien de Tesla. Hein, vous avez travaillé près de 2 ans chez Tesla. J'ai été directeur de la qualité de Tesla quand on a lancé la Model S. Donc Et vous avez été engagé par Elon Musk. Ah oui, absolument. C'était mon patron direct. Donc, très intéressant. Une expérience très intéressante dont on pourra parler plus longuement. Mais donc, pour revenir aux batteries. C'est ça, hein, c'est cette expérience Tesla qui vous a mis sur le chemin de la Gigafactory, parce que c'est eux qui ont établi un peu ces règles. Exactement. Le mot Gigafactory a été inventé par Tesla, justement, pour exactement répondre à ce besoin de changer d'échelle en termes de production de batteries. En Europe, notre enjeu, c'est de le relocaliser en Europe et de créer l'ensemble de l'industrie, y compris les approvisionnements, y compris les matières premières, y compris le raffinage, y compris les composants des batteries, y compris le recyclage, en passant par éventuellement une deuxième vie des batteries. Donc, en 2020, on est 6 cofondateurs à s'être retrouvés à Grenoble, d'ailleurs, et dans le massif du Vercors, d'où le nom. Et ce qui nous a donné l'idée du nom. Et donc, on a créé cette société en juillet 2020 avec exactement cette ambition, construire une première Gigafactory. Et on a dit arbitrairement, cette première Gigafactory aura une capacité de 16 gigawattheures. Alors, ça fait beaucoup de zéros, mais en gros, ça veut dire de quoi faire 300 000 voitures électriques par an. Et on s'est mis en quête de partenaires et d'acteurs pour faire ça. Donc, le premier partenaire qu'on a trouvé, c'est Renault, qui sera donc notre premier client, qui est aussi devenu un de nos actionnaires. Et c'est donc pour Renault qu'on va construire cette première Gigafactory à Dunkerque. Alors, il y a une expérience d'auto électrique partagée qui est célèbre, hein, qui était à Paris, c'était Autolib. Ça, c'est un projet que vous, Eric, vous avez bien connu. Oui, j'étais chef de projet de la Blue Car de la première génération. Vous m'avez dit la batterie, je connais ça, du labo à la rue. C'est ça, oui, j'ai été du labo à la rue parce que j'avais rédigé le cahier des charges quand même de ce pack batterie. Et puis après, j'ai été directeur des opérations d'Autolib. Donc malheureusement, j'ai dû quitter la Bretagne parce que j'étais chez Bolloré. Donc j'étais un peu puni, mais enfin le challenge, moi aussi j'étais appelé par Vincent Bolloré, donc un patron emblématique aussi. Et puis ça a duré quelques années, 500 000 locations par semaine, voilà, donc 6 millions de kilomètres par an. C'était une belle expérience. C'est dommage que ce soit. Vous avez un. Ça s'est arrêté. Moi, je suis parti un petit peu avant parce que j'avais quelques désaccords stratégiques. Et je pense que on était peut-être là trop tôt. Voilà. Oui, il ne faut pas avoir raison trop tôt. Il ne faut pas avoir raison trop tôt. Les batteries étaient encore un peu chères. La techno, c'était une techno tout solide qui a fait ses preuves en termes de sécurité parce qu'on n'a jamais une batterie qui a brûlé. Oui. Dans toute l'exploitation, on avait vous parlez des électrolyses, des électrolytes. Hein, oui, on a des véhicules qui ont été vandalisés, donc j'étais jamais tranquille le 31 décembre, le 15 août, le 14 juillet. J'étais toujours embêté, mais on a remis en œuvre des batteries quand même avec cette techno en laboratoire qui étaient dans des véhicules qui avaient complètement brûlé. Donc c'était à costaud. Malheureusement, cette techno se développe encore chez Bolloré, mais c'était un pari qui était un petit peu différent parce que le lithium-ion a... Mais bon, c'est un industriel français qui a fait ce pari-là, c'est quand même pas mal, quoi. Donc, j'en garde une très bonne expérience d'avoir développé ça. Pour un ingénieur, d'être parti, hein, pour les jeunes qui nous écoutent, d'être parti de la feuille blanche et peut-être arrivé, de virer dans la rue quelque part. Enfin, j'étais pas SDF, hein, d'avoir mis l'application dans la rue, c'est quand même assez sympa. Voilà. Alors on a plein de questions, malheureusement on peut pas toutes les prendre, mais il y en a une que j'aimerais vous poser, Patricia, parce que on revient sur la problématique des voitures autonomes et il y a un sujet qui revient tout le temps sur la voiture autonome qui est de l'ordre de la du droit, de la responsabilité. Hein. Il y a un des internautes qui dit qu'est-ce qui se passe en cas d'accident entre deux véhicules autonomes. Il y a aussi on parle toujours de la voiture, l'éthique de la voiture autonome, vous savez, c'est le scénario de la voiture qui voit des enfants qui traversent devant elle et qui doit décider soit de faire une embardée et se prendre un mur et de tuer son conducteur, enfin son propriétaire, plutôt que de renverser les enfants. Quel type de réflexion ça appelle en vous, ça ? La réponse précise à cette
question, il n'y a sûrement pas des réponses comme ça faciles. Ce que je peux dire, c'est que la France a su s'organiser. Enfin, les acteurs français ont su s'organiser, la filière, pour travailler avec le ministère du Transport, le ministère de l'Industrie, pour écrire la nouvelle réglementation. Et franchement, on est même plus avancé que les Allemands, pour dire. Et notamment sur, justement, écrire qu'est-ce qui se passe en cas d'accident. Donc, ça a été... Il y a quelques précisions qui commencent à s'affiner. Alors, dans les cas des véhicules opérés par un opérateur, oui. En fait, le schéma, c'est le même pour une ligne de métro. Le premier qui doit rendre compte, c'est l'opérateur. C'est le premier qui doit dire, ou en tout cas démontrer que ce n'est pas... c'est pas un accident causé par une faute de maintenance ou une faute d'opération, mais c'est une faute une faute ou une défaillance du provider, du fournisseur du système. Et puis ensuite, au provider du système de démontrer que peut-être que c'est dans un composant du système. Enfin, donc là, on a ce que j'explique avec mes mots a été décrit, commence à être décrit de manière assez fine. Et puis, le deuxième sujet qui était compliqué, c'est dans le cas, parce que véhicule autonome, il n'y a pas de conducteur, donc la question ne se pose pas, mais pour les ADAS, pour les niveaux 3, comment... Le conducteur reste responsable. Le conducteur reste responsable, sauf s'il y a un passage en mode automatique. Alors, moi j'en ai beaucoup discuté avec des assureurs de ce cas-là, et ils nous disent... les assureurs, c'est assez étonnant, ils nous disent « je vois pas où est le problème ». Là, on dira votre voiture, c'est vous qui l'assurez. Voilà, si votre voiture a un accident, c'est votre assurance qui prend. Je vais dire, quand vous assurez un chien, vous ne maîtrisez pas toutes les réactions de votre chien et l'assurance est là pour couvrir les dégâts du chien. C'est à peu près la même chose sur le véhicule. Si effectivement on a des défaillances dans tous les véhicules, à ce moment-là, il va y avoir des classes actions qui vont se retourner vers le constructeur en disant là, il y a vraiment une défaillance, il faut faire quelque chose. Mais ça va être la même chose quand vous avez des défauts moteurs ou des défauts ou des rappels en concession sur des véhicules. C'est un peu comme ça que le voient les assureurs aujourd'hui. Ça pourrait évoluer. Mais voilà. Emmanuel, pardon, allez-y. Je voudrais rajouter quelque chose, en fait. C'est une question très légitime. C'est une question que tout le monde se pose. Mais il ne faut pas oublier une chose. Un des avantages des véhicules autonomes, c'est qu'il y ait moins d'accidents. Oui. Les véhicules autonomes, je disais tout à l'heure, c'est un robot qui va conduire. Il va se substituer à un être humain. Il se trouve que les êtres humains ne sont pas des conducteurs parfaits. Il y a une expression, on dit toujours que le point faible dans la voiture, c'est ce qu'il y a entre le volant et le siège, non? C'est ça? Oui, on peut dire ça. Non, voilà, je voulais juste rappeler ça. C'est une question très légitime de se demander ce qui va se passer, mais l'impératif, l'objectif, c'est vraiment de réduire ces accidents, de réduire tous ces pertes et ces accidents sur la route. C'est vraiment une question clé et qui est au cœur des discussions aujourd'hui entre les constructeurs. Et ça a vraiment des implications stratégiques entre les constructeurs automobiles qui jusque-là étaient responsables de la sécurité du véhicule et les géants, parce que c'est des géants qui vont maintenir ou qui fourniront les logiciels de conduite, qui à la fin est l'unique intégrateur. Donc cette question, c'est une belle question chaude sur la table, qui est loin d'être... Enfin, chacun trouvera son accord. Mais la question vue du citoyen, du client, du passager, c'est toujours la même. En cas d'accident, il y aura une enquête et les ingénieurs vont devoir démontrer qu'ils ont suivi les règles données, les normes, qu'il y a un dossier de sécurité. Il va falloir ouvrir les dossiers de sécurité et démontrer que... Voilà. Oui. Je voulais avoir votre avis sur la question là, de l'interconnectivité, parce que c'est vrai qu'on parle de véhicules électriques, électroniques, avec des logiciels, est-ce que tout ça, ça va bien se plugger les uns aux autres, quoi? On va pas avoir des problèmes d'écosystèmes qui parlent pas les mêmes langages? Alors, je vous rassure, il y aura toujours des problèmes. Là, je reviens d'un exemple là assez parlant là avec les militaires. On a fait une journée avec eux.
Aujourd'hui, effectivement, la connectivité, ça reste un sujet sensible. Donc ça démontre quand même qu'il faut, en interne dans les véhicules, une certaine résilience à la coupure de connectivité. Il faut que le véhicule soit capable de se mettre en sécurité, même s'il y a une coupure de connectivité. Et ça, je pense que assez rapidement, ça va remonter dans les règlements, dans les normes, dans les exemples de développement, parce que ça arrivera nécessairement. Voilà, pour être clair, il y a déjà des endroits, quand vous passez même à côté des camps militaires ou autres, vous avez des brouillages de signaux GPS, votre GPS est complètement perdu, vous l'avez tous vu. Bon, et ben ça peut arriver. Vous avez aussi parfois des industries qui sont émettrices d'ondes particulières, et donc effectivement il y a des moments où il y aura des ruptures de communication ou des ruptures de signaux, et il faut être capable justement de pallier à ça, et c'est ça aussi qui fait l'intérêt en fait des développements, hein. C'est-à-dire que on ne doit pas utiliser un canal unique pour se localiser ou communiquer. Bah, il faut être résilient, et c'est là que toute l'intelligence de conception du véhicule donne de l'intérêt au métier, hein. Mais c'est quand même particulièrement embêtant pour la voiture autonome, parce que quand un signal est brouillé et que la voiture ne peut plus voir ou entendre ce qu'il y a autour d'elle, c'est là que l'accident survient. Il y a eu le premier accident mortel qui impliquait le véhicule d'Uber dans la périphérie de Phoenix, qui a été vraiment un moment clé, quoi, hein, dans le développement de la voiture autonome, un moment traumatique finalement, hein. Tout à fait. Les experts savaient que ça allait arriver fatalement, mais quand ça arrive, médiatiquement et socialement, ça prend c'est un impact important. Et mais ce que je veux dire par là, c'est que ça va pas être la norme, ça va pas être, je veux dire, dans 99% des cas, ça va très bien se passer. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faut de toute façon prévoir dans les développements, parce que ça arrivera, parce que ça va nécessairement arriver. Mais j'allais dire, mais c'est comme les accidents, hein, malheureusement. J'allais dire, un accident, c'est un drame, une centaine d'accidents, c'est une statistique. Et voilà, et il y a un moment, de toute façon, ça va arriver. Il faut en être conscient. Donc, il y aura des accidents de voitures autonomes, ça, c'est inévitable à très court terme, jusqu'à ce que les systèmes soient vraiment extrêmement fiabilisés, pour que les systèmes les plus sûrs, même dans le ferroviaire ou dans l'aérien, il y a encore des accidents, malheureusement. Et donc, la fiabilité 100%, elle est difficile à atteindre. Si on était parfait, ça se saurait. Alors, quid de la question du plaisir de conduite? Parce que quand on est étudiant et qu'on choisit, ils nous l'ont dit tout à l'heure, Quentin, Alexandre, s'ils ont choisi de travailler sur ce domaine d'études, c'est parce qu'ils aimaient les voitures, quoi. Quand on aime conduire, ça va exister encore demain avec... Bien sûr. Oui. Oui, enfin, quand on passe à la voiture électrique, bon, je parle pas des limitations de vitesse, mais c'est très agréable à conduire. On en a sous le pied, c'est très fluide. Ceux qui ont adopté le véhicule électrique ne reviennent pas, hein, derrière. Voilà. Bien sûr, le plaisir de conduite, il existera. Il y aura même toujours des objets dédiés à ça, électriques ou pas électriques d'ailleurs, mais surtout électriques. En revanche, ce dont on parlait, et ça a été très bien décrit par Patricia dans la description des niveaux. En fait, il y a des véhicules, des voitures qu'on conduit, qui peuvent être de plus en plus automatisées, c'est-à-dire avoir des assistances pour mieux les conduire. Et puis, il y aura des véhicules complètement autonomes, donc niveau 4 ou niveau 5, qui ont ni volant ni pédale, et qui sont un autre type de véhicule. Donc, il y aura pas, là, pour cela, il n'y aura pas de plaisir de conduire, parce qu'il n'y aura pas de conducteur. Mais en revanche, pour les autres, il restera toujours la possibilité de les conduire. Mais en revanche, le plaisir de conduite, ça existe. Il y a beaucoup de gens qui l'éprouvent. En revanche, quand on interroge les conducteurs, il y a 90% des conducteurs qui disent « Ah non, mais moi je préférerais pas conduire ». Et 90% du temps. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que quand vous vous déplacez à Paris en voiture, le plaisir de conduite est quand même assez limité la plupart du temps. Et voilà, et dans d'autres zones très urbanisées, c'est le cas. Par contre, aujourd'hui, enfin tout le monde. C'est ce qu'on voit dans les pubs, hein, quand on est sur oui, bien sûr, bien sûr, les publicités sur aux beaux endroits. Mais justement, quand vous quittez les centres-villes comme ça, en tout cas dans un premier temps, si le véhicule n'est pas de niveau 5, vous allez de toute façon pouvoir conserver tous les organes pour conduire. Et rien ne vous empêchera sur les petites routes sympathiques de pouvoir continuer à conduire vos véhicules avec et avoir peut-être même des sensations qui peuvent être un peu typées par rapport à ce que vous voulez, puisque finalement l'intérêt du plaisir de conduire il réside dans les sensations, et ça justement là il y a un gros travail à faire derrière pour quand on repasse en manuel avoir des sensations qui soient plaisantes et pas Et d'autant plus sur le véhicule électrique, vous mettez le mode que vous voulez et puis vous pouvez avoir des accélérations. Donc soit vous êtes en mode économe, soit vous mettez en mode boost, et
les véhicules électriques, ça vous fait une sacrée pression hein, quand ils accélèrent. Et les assistances vous permettront en plus de le faire peut-être en un peu plus de sécurité qu'avec des anciennes voitures où on est un peu moins assisté. CF, il suffit de... Ce qui s'est fait récemment là, avec le jeune pilote Ferrari qui a craché une vieille voiture là, à Monaco. Bon, bah, effectivement, c'est une voiture quand même avec beaucoup moins d'assistance et ça change un peu quand même. Alors on va essayer de dérouler quelques questions avant la conclusion puisqu'on arrive au terme de ce direct hein, que vous pouvez voir sur YouTube et Instagram. Patricia disait que quand on passe à côté par exemple d'installations militaires, les signaux pouvaient être brouillés. Jean-El pose la question du hacking, de la cybersécurité. Un véhicule autonome qui est... Il y avait un film pas mal là qui s'appelait Boîte Noire, je crois, qui finissait un petit peu comme ça avec une voiture électrique qui était piratée du film. Et c'est vrai qu'il y a plein de papiers dans la presse de vulgarisation à Sciences et Avenir, on a parlé de ça régulièrement. C'est une vraie problématique, ça, qui n'existe pas par définition avec les voitures thermiques. Ouais. Il y a deux notions. Je vais répondre à la cyber juste après. Quand tu parlais de je perds mon signal GPS et donc ça peut avoir un effet sur le fonctionnement du véhicule. L'approche que sont en train de prendre la plupart des acteurs, c'est tout ce qui est relatif à la safety, à la sécurité, on n'est pas dépendant de ce qui arrive de l'extérieur. Donc le véhicule est autonome tout seul au milieu du désert. Alors pour le véhicule de transport public, on a une petite notion de je surveille. Il y a un opérateur à distance qui surveille quand même qu'il se passe bien, est capable d'arrêter, mais enfin c'est une question de... Là je rentre dans des trucs un peu techniques, des disponibilités, pas des safety. Mais bon bref, mon message c'est en faire maximum dans le véhicule en lui-même. Mais, et donc pour la cyber c'est pareil. C'est-à-dire que pour minimiser risque de pouvoir être attaqué, on essaie de faire un maximum de choses dans des calculateurs isolés, avec un soft isolé. Il y a toujours moyen de rentrer, par un cheminement jusqu'au calculateur. Bon. Donc ce qu'on fait, c'est une analyse de tous les possibles risques. Et à chaque possible risque, avec des experts, chaque possible risque va trouver la mitigation. Il n'y a pas une seule recette, c'est toute une approche d'analyse et des mitigations. Mais oui, c'est au cœur de la question. Philippe, il y a un point que j'aimerais évoquer avec vous parce qu'on en avait parlé quand on avait discuté précédemment, c'est à propos des gigafactories, il y a une expression qui revient, c'est celle d'industrie 4.0. Ah oui. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière cette nouvelle expression? Ce qu'on appelle l'industrie 4.0, c'est un ensemble de dispositifs et un ensemble de technologies en fait qui permettent à la fois d'automatiser et à la fois de systématiser et à la fois de mettre sous contrôle un système de production. Dans le cas des batteries, par exemple, notre projet chez Verkor, c'est de faire la gigafactory la plus efficiente et la plus efficace au monde. Et comment on va faire ça? On va le faire justement avec ces systèmes digitaux, qu'on peut appeler 4.0, mais qui sont en fait la mise en réseau d'un ensemble de données, d'un ensemble de machines. Donc on va concevoir un ensemble de machines qui parlent le même langage, qui sont connectées sur la même architecture de données, avec éventuellement un cerveau central, un peu comme le control center dont on parlait tout à l'heure, qui a une vue globale sur tout ce qui se passe en temps réel, qui analyse les données avec par exemple des algorithmes d'intelligence artificielle et qui va être capable d'intervenir ou d'envoyer des ordres à tous les stades de la production. Et pourquoi c'est important? Une usine de batterie, enfin de cellules de batterie plus exactement, c'est un procédé continu et dans une dizaine d'étapes successives qui ont chacune leurs exigences et qui sont de nature différente. Et c'est seulement à la fin de tout ça qu'on a une cellule, donc on peut tester et se rendre compte de la qualité de ce qu'on a fabriqué. Donc, si on attend l'ensemble de ces opérations qui peuvent durer entre une dizaine d'heures en tout, et qu'on se rend compte qu'il y a un défaut, on a un encours de fabrication énorme qui est potentiellement défaillant. Avec un système qui contrôle en temps réel, on va pouvoir justement intervenir immédiatement sur les défauts, même les dérives de fabrication, et donc en permanence optimiser le rendement et l'efficacité de notre usine. Et on n'en a pas parlé, mais un des points les plus importants, c'est le coût des batteries.
Et le coût des batteries, il réside en partie dans l'efficacité avec laquelle on les fabrique, puisque si à la fin de la chaîne, on en met 20% à la poubelle, ça veut dire qu'elle coûte 20% plus cher. Donc on va réduire ce potentiel rebut et faire la Gigafactory la plus efficace du monde. Je crois qu'on arrive à la fin de cette émission SME Demain. Est-ce que peut-être un dernier point qu'on n'aurait pas évoqué? Non, vous avez, Eric, parlé de cette approche qui change un peu la donne. Vous avez utilisé l'adjectif de disruptif qui est populaire en ce moment, mais vraiment pour décrire cette nouvelle approche de deuxième est-ce peut-être qu'il y a un chantier là qui est à venir que vous pouvez évoquer? Écoutez, moi je pense, enfin ça reste mon opinion, c'est qu'aujourd'hui la voiture électrique reste subventionnée, que la batterie reste chère, même si elle va diminuer avec des dispositifs tels que on vient d'en parler à l'instant, mais que mettre au rebut des batteries qu'encore, parce que ça dure une trentaine d'années à peu près une électrochimie selon la manière dont elle est utilisée, c'est mettre des actifs à la poubelle et c'est pas bon pour la planète. Parce que nous, dans notre modèle, ce qu'on a estimé, ça reste des estimations, la batterie, elle va produire 2 à 3 fois plus d'énergie que si elle avait eu qu'une vie. Et c'est d'autant plus l'impact environnemental qui est réduit. Parce que de toute façon, tout produit manufacturé a un impact sur l'environnement à sa production et à son démantèlement. Le tout aujourd'hui, c'est de limiter, ou alors de revenir à l'époque des cavernes. Hein. Donc il faut qu'on optimise tout ça. Donc voilà, donc ça c'est notre opinion, c'est notre vision. Ensuite, effectivement, on en a parlé de rétrofit, mais aussi on a une troisième vie, par exemple en Afrique, après l'utilisation sur les véhicules, on fait des stations photovoltaïques. On fait ça aussi sur les navires. Alors pourquoi je cite les navires? Parce que justement, on a fait des navires en Asie, des navires de croisière, et on a fait ça justement en coopération avec Phare pour la partie électronique de puissance. Et d'ailleurs, demain, j'ai la chance de partir faire un petit peu de mise au point, de mise à niveau et d'analyse dans une petite ville un peu connue qui s'appelle Luxor. Et voilà, je vais travailler pour travailler. Il y en a qui ont la vie dure. Ouais. On a du mal parfois à expliquer qu'on travaille, que c'est dur. On sera plus dans les cales que sur le pont, mais bon. Voilà qui va susciter des vocations. Voilà, on est là pour donner des vocations comme on est des anciens des SME. Absolument. Voilà. On allait donner un message d'espoir, hein, même si on parle de pessimisme à l'heure actuelle. La voiture autonome, ça devrait rebondir, quoi. Oui, alors oui, c'est vrai qu'on n'a pas, je vais pas continuer sur l'idée, mais cette idée, ce pessimisme, moi je l'entends en Europe. Je l'entends pas aux States. Ouais. C'est vraiment ici qu'on l'entend. Alors pour plusieurs raisons, parce que quelque part les routes là-bas sont plus propices peut-être. Non, c'est surtout qu'ils ont investi des milliards et que nous on a investi beaucoup moins. Donc il faut dire les choses comme elles sont. Donc on est en train de prendre du retard sur le logiciel de conduite parce que l'Europe est en train de mettre beaucoup d'argent dans l'électrification. Que nos constructeurs automobiles, ils ont des problèmes, et tout ça fait que l'autonomie prend un peu de retard. Mais encore une fois, c'est pas vrai partout, et ça va revenir parce que quand ça va commencer à fonctionner là-bas, ça va arriver comme un tsunami ici, ça c'est sûr. C'est la nouvelle mode. Bon, écoutez, on arrive au. Pardon. Oui, je disais. Aussi, c'est qu'on est un peu dans le dur dans l'optimisation de tout ça. Donc effectivement, c'est pas forcément les phases les plus emblématiques. C'est-à-dire qu'on peut pas faire des super annonces en disant, je veux dire, quand on vient de franchir une étape en disant ça y est, on peut conduire dans le brouillard. Dans le brouillard, c'est pas. Je veux dire, vous allez pas faire la une des journaux télévisés en disant ça y est, votre voiture autonome qui tourne depuis 4 ans, maintenant elle conduit aussi en autonome dans le brouillard, quoi. Voilà. Donc on est vraiment dans cette phase-là aussi un peu dans le dur de ce qu'il faut faire pour optimiser tout ça et le valider. C'est moins sexy, mais c'est nécessaire. Bon, merci à vous quatre. Donc on était avec vous, Patricia Villas-Loda, directrice générale chez Transdev dans la filière des véhicules autonomes, Philippe Chin, cofondateur de Verkor, Éric Planchet, directeur général de Carwatt, et Emmanuel Darfeuille, directeur technique de Phare Group. Merci à vous quatre, c'était passionnant. Tout ça est disponible évidemment en replay sur la page YouTube de l'école. Alors l'école, le SME, qui a un parcours en énergie dès la classe prépa et une majeure sur les véhicules électriques et autonomes. Donc si le sujet vous a intéressé, vous pouvez aller sur le site de l'ESME, vous aurez des informations
complémentaires. Voilà, c'est la fin de cette troisième édition déjà de SME Demain. Le replay est disponible sur la page YouTube de l'école. Merci à vous quatre, merci à vous tous qui nous avez regardés et alors à la prochaine fois. Au revoir.